Mais il y a quand même, dans le fonctionnement assez chaotique de nos démocraties, une force par rapport au système autoritaire. La légitimité des systèmes autoritaires, au fond, ne vient que du résultat. Giuliano da Empoli, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Contact et Faisons Contact. Merci. Si on avait à vous présenter brièvement, je dirais essayiste, expert en communication politique, ça a souvent été souligné, ancien conseiller du premier ministre Matteo Renzi et, plus récemment, romancier. Votre premier roman, Le Mage du Kremlin, a été récompensé par le Grand Prix de l'Académie française. Pour un premier roman, c'est pas mal, non? Ah, tout à fait. Non, c'est même plus que ça. Ah, c'est ce que je pense aussi. Et vous êtes passé à une voix de gagner le Goncourt. Ça s'est joué au 14e tour. Là aussi, tout un honneur. Tout à fait. Vous savez, je n'étais pas du tout dans la logique des prix dès le départ. Mon livre est sorti en avril et non pas à la rentrée littéraire, ce qui est, comme vous le savez mieux que moi, l'habitude pour les livres qui concourent au prix en France. Et donc j'ai été étonné, très flatté et très content de toute cette aventure. Et je pense, pour avoir passé une journée entière à dévorer ce Mage du Kremlin, parce que c'est le titre du roman, que c'était parfaitement mérité. Mais si vous me le permettez, est-ce que je peux vous appeler Giuliano? Tout à fait. Si vous me permettez, Giuliano, j'ai envie de remonter à bien avant ce roman. Parce qu'on trouve souvent certaines clés de compréhension dans la biographie des gens qui sont en face de nous. Il se trouve que vous avez, avec le pouvoir, qui est un thème qui vous intéresse, une relation ambivalente. Vous l'avez fréquenté, vous l'avez vu de près et vous le redoutez. Et je pense que ça remonte à votre plus tendre enfance et à ce que faisait peut-être aussi votre père. Oui, mon père était un économiste qui donc a travaillé pas mal italien, mais qui a travaillé en dehors de l'Italie. C'est pour ça que je suis né à Paris. Après, nous avons vécu à Bruxelles. Et quand nous sommes rentrés à Rome, j'avais 10 ans. Et il est vrai que après quelques mois, ça s'est fait assez rapidement, mon père a été victime d'un attentat de ce qu'on appelait, c'était les derniers restes des Brigades Rouges, donc un terrorisme d'extrême gauche qui sévissait en Italie à l'époque. Et mon père a survécu, mais il avait un garde du corps qui a tué une terroriste. Enfin, c'était assez dur. Et à partir de ce moment, il est vrai qu'il a vécu sous haute protection policière tout le temps. Donc, il se peut que cette expérience un peu précoce de la violence À 10 ans. politique ait marqué mon parcours. Oui. Oui, parce que c'est une incarnation parfaitement tangible de ce qu'est la violence politique. Aujourd'hui, on parle de discours haineux, mais une balle dans le front, c'est autrement plus haineux. Oui, mais c'est, disons, dès le départ, j'ai toujours eu, je pense, cette perception et peut-être un peu l'obsession de ce rapport entre la politique et la violence. Parce que d'un côté, la politique est ce qui devrait empêcher aux gens de s'entretuer. C'est toute Normalement. la beauté et l'importance de cette fonction. Quand la politique ne marche plus, les gens s'entretuent. Donc cet exercice-là est indispensable pour régler une société. Après, en même temps, la politique elle-même est souvent la cause de violence extrême. D'abord, elle contient de toute façon une composante de violence qui est très forte.
étant justement le dernier stade avant que les gens s'entretuent. Et donc, même symboliquement, même quand on n'y arrive pas, c'est toujours un exercice très violent. Et en plus, de temps en temps, elle provoque elle-même euh, la violence. Est-ce que c'est l'ultime garde-fou, la politique, c'est-à-dire quand elle est bien faite, l'ultime garde-fou entre nous et la violence? Tout à fait, c'est sa fonction. Il y a disons des philosophes au cours de l'histoire l'ont dit bien mieux que moi. Mais je pense que c'est assez évident et c'est pour cette raison que je suis toujours très perplexe quand je vois des gens qui réduisent le politique à une comédie de charlatans. Les charlatans sont très présents en politique. Il y en a peut-être même une concentration supérieure à celle qu'on retrouve dans d'autres secteurs. Mais cela dit, cette fonction et cette vocation-là est quand même cruciale. Voilà, et ça en fait la noblesse. En même temps, c'est ce qui me fait peur de cet exercice aussi. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai par rapport à tout ça un rapport qui est ambivalent. Mais c'est aussi un rapport au pouvoir qui est ambivalent. Vous avez plus d'une fois cité Lincoln qui disait que si on veut vraiment révéler quelqu'un, on lui donne du pouvoir et c'est le test parfait pour que la personnalité soit bien perceptible. Tout à fait. Lincoln disait presque tout le monde peut supporter l'adversité, mais si vous voulez connaître quelqu'un, donnez-lui du pouvoir. Je pense que c'est vrai. C'est aussi la raison peut-être pour laquelle tant de romanciers et de créateurs de fiction ont été fascinés au cours des siècles par l'exercice du pouvoir et de la politique. C'est une sorte de loupe qui grandit les défauts et les qualités des hommes et des femmes qui y sont mêlés. Qu'est-ce qui fait que le pouvoir nous fascine tant, nous obsède tant et qu'on est prêt, et c'est pas nouveau, c'est pas dans l'ère du temps d'aujourd'hui, qu'on est prêt, quand on le veut, à peu près à faire tous les sacrifices pour l'obtenir? Qu'est-ce qui fait que le pouvoir est si convoité? Écoutez, j'imagine qu'il y a plusieurs raisons. Une des clés de ma réflexion dans le livre aussi, d'ailleurs, pour cerner un peu la figure de Poutine, est une idée qui a été formée par Elias Canetti dans son grand livre Masse et pouvoir. Il dit le véritable homme de pouvoir est quelqu'un qui veut survivre, qui veut surtout survivre à tout le monde. Et en effet, la conséquence extrême de cette volonté de survie, c'est celle de tuer tout le monde. Autour. Parce que c'est au fond la seule garantie, dans cette logique un peu perverse, de survivre. Et donc l'animal politique est quelqu'un qui a souvent une pulsion de mort pour ceux qui l'entourent, non pas seulement ses ennemis, mais ses amis aussi. Mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal parce que on se met dans des conditions où la survie devient l'objectif, alors que si on avait été en dehors de cet enclos politique extrêmement violent, on aurait très bien pu survivre sans avoir à tuer ses ennemis. Ah, tout à fait, mais disons, on sort souvent du cadre de la rationalité quand il s'agit du pouvoir. Après, il est vrai que la pulsion qui porte les individus à rechercher le pouvoir est quelque chose de tellement universel que ça concerne non seulement les sociétés humaines, mais les sociétés animales elles-mêmes. Il y a des observations sur les comportements des grands singes, par exemple, qui ont été faites par des scientifiques, qui sont tout à fait fascinantes par rapport aux dynamiques de pouvoir dans les sociétés des bonobos ou des chimpanzés. Ah, comme vous, je ne pense pas que c'est une pulsion qui nous anime, nous seulement, les grands primates que nous sommes. Il y a d'autres animaux qui sont, consciemment ou non, en tout cas, agités par ces questions de pouvoir. Ça doit être vrai pour le romancier aussi. Tout à fait. Il y a eu un petit dubitatif. Mais écoutez, alors, ce qui est amusant, c'est que, encore une fois, certaines dynamiques du pouvoir se représentent sous des formes différentes, un peu dans toutes les sociétés et dans tous les groupes, y compris les groupes littéraires et les groupes
Et donc, j'ai pu assister en y participant, mais de façon quand même relativement détachée à toute cette cérémonie automnale des prix. Et oui, certaines dynamiques, notamment les dynamiques de cours, se représentent là aussi de façon On assez doit amusante. entendre comme d'en faire la Euh, cour. oui, vous savez, la cour, elle aussi, a ses règles. La première règle de la cour, je pense, c'est très banalement la présence. C'est Woody Allen d'ailleurs qui disait que 80% du succès est showing up, Mhm. simplement y être, être présent. Et c'est un mécanisme fondamental de la cour. Il faut tout le temps être présent pour pouvoir imaginer de jouer un rôle. Deuxième mécanisme fondamental, donner de l'importance aux petites choses. Là aussi, c'est quelque chose que les amateurs ne comprennent pas parce qu'ils trouvent ça mesquin. Et donc, par exemple, dans les mémoires de Saint-Simon, vous avez tous ces petits Mhm. détails de questions. Moi, ça m'embête un peu. Donc, je reste un amateur par rapport à tout Au ça. bon courtisan. Mais le vrai courtisan va vouloir toujours être présent et être obsédé par les détails de la préséance, du protocole. Et cela vaut pour le monde littéraire exactement comme pour le monde de la politique et du pouvoir. Après, si vous êtes passé par le monde de la politique et du pouvoir, où quand même l'enjeu est en général beaucoup plus important, beaucoup plus crucial, vous avez tendance à prendre un peu plus, Avec un disons, grain de sel. avec un grain de sel, ces dynamiques-là quand vous les observez dans d'autres contextes. Alors, Giuliano d'Ampoli, vous avez fréquenté le pouvoir au plus haut sommet. Vous avez conseillé le Premier ministre italien. Euh, pour être efficace dans ce rôle, il faut savoir, comme à la Cour, euh, conserver son accès et donc aussi, euh, je dirais, son magistère sur celui qu'on conseille. Oui, je pense que il y a quelque chose de fondamental à dire sur ce rapport entre leader politique et conseiller. Ce sont deux natures différentes. Un leader politique est quelqu'un qui ne peut que être à 100% euh, dans son action. Il n'a pas de distance par rapport à son action parce Et pas que de temps de réflexion, donc? il a peu de temps de réflexion et il y a une forme d'immédiateté qui est nécessaire, et même si vous voulez de méconnaissance de sa propre action qui est nécessaire pour générer l'énergie dont il a besoin, parce que c'est un exercice de folie, c'est une vie de folie. Et donc, effectivement, pour le faire avec l'énergie suffisante, il faut être complètement euh, voilà, n'avoir aucune distance par rapport à son action, et se forme là un des grands paradoxes du pouvoir, c'est-à-dire que pour prendre du pouvoir dans une société, dans n'importe quel contexte, encore une fois, vous devez savoir comprendre les autres. Si j'étais un homme de pouvoir, je serais là en train et je comprendrais avant les autres ce que vous voulez de moi, et j'essaierai de vous le donner. Il faut lire les situations correctement. Après, quand vous avez du pouvoir et vous l'obtenez, vous perdez cette faculté parce que vous êtes de plus en plus concentré sur vous-même. La cour vous renvoie à votre propre image. Et Chateaubriand en parlait déjà à l'époque quand il parlait d'un nuage qui entoure les princes et les abuse. Et les neuroscientifiques aujourd'hui le confirment. Ils disent qu'il y a des zones du cerveau des gens qui ont le pouvoir qui s'atrophient. Ce sont les zones justement liées à À l'empathie, l'empathie. à la compréhension des autres. Ça, c'est inévitablement ce qui entoure le pouvoir et le parcours de tout homme puissant ou femme puissante. Par contre, le conseiller doit
maintenir une distance par rapport à tout ça. Alors il est lui-même envoûté par le nuage du pouvoir, inévitablement, mais si il fait bien, il interprète bien son rôle est de garder une distance pour continuer à fournir des conseils qui lisent les êtres et les situations correctement. Et donc, c'est un antidote par rapport au nuage du pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre la place du leader, sinon ce serait un mauvais conseiller. C'est quelqu'un qui a une nature différente. Et donc, voilà, il faut qu'il ait cette distance et qu'il continue à lire les situations correctement. Et inévitablement, cette lecture va souvent rentrer en conflit avec les désirs du leader, ce qui explique la mortalité très élevée des bons conseillers politiques, je pense. Qui savent garder leur distance. Qui savent garder leur distance. Mais s'ils ne le font pas, ils trahissent leur mission. Ben, parlons de Poutine. Vous avez souvent souligné que vous n'êtes pas un spécialiste des affaires russes, mais vous avez très bien réussi, en tout cas, à nous donner l'impression d'entrer en coulisses à travers justement le regard d'un conseiller de Vladimir Poutine, un conseiller qui d'ailleurs existe parce que dans votre livre, c'est M. Boranov, pardon, mais c'est Vladislav Surkov qui, lui, a conseillé Poutine. C'était parce que vous étiez intéressé au pouvoir que Poutine était si utile pour vous ou parce que son parcours à lui vous intéressait? Les deux. J'ai été d'abord très frappé et fasciné. La première fois que j'ai débarqué en Russie, c'était en 2011, un peu par hasard. Et Moscou m'a énormément frappé comme endroit. Une ville de pouvoir sombre. C'est une ville de pouvoir, en effet. On sent cette emprise du pouvoir qui part de cette sorte de mollusque, de fossile du Kremlin au centre de la ville, et puis émane de là un cercle concentrique, l'architecture stalinienne et tout ça. Après, en même temps, c'est un endroit qui est capable d'enchantements très délicats. On peut se promener dans les rues où ont survécu des petits hôtels particuliers de l'époque des tsars. Il fait froid, évidemment, il y a, comme à Montréal. Et il y a cet élément de folie russe aussi qui est très présente dans les caractères, dans les rencontres qu'on fait. Personnages surdimensionnés, souvent. Et voilà, il y a souvent cette dimension, effectivement, très romanesque, même de personnages relativement ordinaires. Et tout ça m'a beaucoup frappé, ça m'a fait peur, mais en même temps, ça m'a fasciné, les deux choses. Peur de la Russie? J'ai eu peur, ce n'est pas une sensation inhabituelle, vous savez, le Custine qui débarque en Russie pour faire son voyage au 18e, non, au 19e siècle, lui aussi, tout étant invité du tsar et reçu avec tous les honneurs, il se promène dans les rues de Saint-Pétersbourg, la capitale de l'époque, il voit la violence par exemple, avec lesquels les cochers des carrosses des nobles fouettent les gens pour qu'ils s'écartent de leur parcours, et un homme tombe, il est broyé dans l'indifférence générale, et il dit très bien, comme à partir de ce moment-là, le tout début de sa visite, c'est cette peur ne l'a plus jamais quitté. Il a très bien raconté, très très bien raconté la Russie d'ailleurs, Custine. Mais je ne sais pas si tous les parallèles sont bons, mais si on allait à Washington, on pourrait vivre le pouvoir, sentir le pouvoir, c'est la nouvelle Rome, on pourrait sentir la violence, il y a une violence ordinaire aux États-Unis qui s'exprime, et on pourrait se dire, les Américains, ils sont aussi redoutables parce qu'ils ont fait proportionnellement peut-être plus de mal et de mort dans les 20 dernières années que les Russes en ont fait, en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, et je ne veux pas peindre une caricature, mais comment se fait-il qu'on ait peur des Russes, de la Russie, et je vous montre pas du doigt, et qu'on soit non pas indifférent,
mais beaucoup plus magnanime à l'endroit de ce pouvoir omnipotent qui est celui des Américains. Ah non, mais vous savez, moi je ne suis pas du tout magnanime. C'est-à-dire, je pense comme vous qu'évidemment le pouvoir américain est évidemment beaucoup plus fort et a eu beaucoup plus d'impact sur, sur ce qui se passe dans le monde au cours des dernières décennies. Et d'autres pouvoirs sont plus forts que le pouvoir russe aussi. Si vous Les allez à Chinois. Pékin, évidemment, ce n'est pas comparable, l'emprise du Parti communiste chinois sur cette société par rapport au pouvoir des Russes. Je vous parle là d'une sensation plutôt, encore une fois, plutôt physique. C'est quelque chose de... Je trouve que tout étant le pouvoir russe effectivement plus faible par rapport à d'autres, quand vous débarquez à Moscou, vous avez cette sensation à mon avis, de façon plus forte par rapport à Washington et à Pékin, où pourtant le pouvoir est plus fort. Et puis, c'est cette dimension romanesque des personnages, et en particulier de ce duo qui est au centre de mon roman, donc Baranov-Surkov, le conseiller dont vous avez parlé, et Poutine, le Poutine, tsar. c'est quelque chose de tellement extraordinaire que pour quelqu'un comme moi, qui en effet avait envie d'écrire un roman sur le pouvoir, je n'ai pas eu à inventer grand-chose Ce qui d'un certain point de vue. extraordinaire dans ce que vous décrivez de l'ascension du tsar, parce que c'est le nom que vous donnez à Poutine, même si on sait que c'est Poutine et vous le nommez, mais c'est souvent le tsar, c'est qu'il échappe très rapidement à ceux qui l'ont créé. Il est au départ une marionnette d'un magnat de la télévision, d'un oligarque qui pense pouvoir manipuler ou déplacer sur son échiquier ce petit fonctionnaire des services de sécurité. Il est vite dépassé. Parce que Poutine a sans doute beaucoup de défauts, mais il sait ce qu'il fait. Tout à fait. Poutine est le fruit d'une erreur de casting. C'est un système de pouvoir, quand il choisit quelqu'un pour le représenter, ne choisit pas le personnage le plus fort ou celui avec le plus de capacité. Parce qu'on veut garder l'ascendant sur lui. On veut garder le contrôle. Et donc, Poutine est quelqu'un qui apparaît aux gens qui favorisent son ascension à la fin des années 90 en Russie, comme un personnage discipliné, assez gris, sans fantaisie, contrôlable, auquel on peut faire confiance. Et lui-même se présente de cette façon. Et en effet, donc, erreur de casting, quand il est mis en situation, il révèle assez rapidement des qualités différentes, et donc une force et encore une fois une soif de pouvoir bien supérieure à celle qu'on pouvait lui attribuer, et comme vous le dites, il échappe complètement aux mains de ses créateurs. Est-ce à dire, parce que c'est une vision un peu manichéenne des choses, que les politiques sont pour l'essentiel contrôlés par des enjeux ou des gens qui vivent en coulisses. C'est-à-dire qu'on met, je dis que c'est une vilaine caricature, mais est-ce qu'il y a un peu de ça? Parce que dans le fond, c'est le pari de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont des sous, des sommes colossales, beaucoup à perdre d'ailleurs, parce qu'on veut savoir ce que le pouvoir politique va nous donner. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que, et dans ce cas-là, j'ouvre une parenthèse dans ma question, Trump serait un bon exemple de quelqu'un qu'on pensait peut-être pouvoir contrôler, mais qui a complètement échappé. Est-ce que c'est une erreur de casting? Donc, est-ce que le pouvoir est entre les mains de gens qu'on ne voit pas, mais qui favorisent toujours des marionnettes pour faire leurs basses œuvres? Écoutez, non, les situations sont très variables. Selon les contextes, évidemment, il y a toujours des pouvoirs qui sont invisibles et qui cherchent à influencer le cours des choses, et de temps en temps des pouvoirs qui réussissent à placer des marionnettes visibles pour représenter leurs intérêts.
Mais moi, je vois les choses de façon un peu moins mécanique. Je Mhm. pense que dans toutes les situations, il y a des forces différentes qui produisent des interactions. Et puis, le rapport entre ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, les forces de l'argent, d'autres forces, est toujours dialectique et articulé. C'est très rare que l'on soit face voilà, à un complot ou disons à des forces de l'ombre qui réussissent à imposer leur dessein pleinement. Il est vrai que Mais les dans la complots situation existent. dont les complots existent, mais ça ne veut pas dire qu'une explication complotiste soit suffisante Mhm. pour expliquer la plupart des situations. Les complots, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. En général, encore une fois, c'est une des forces en présence. Et selon les contextes et les situations, ça peut être la force dominante ou pas. Dans le cas de la Russie de cette période, effectivement, il y avait autour de Yeltsin, qui était quand même une figure vieillissante, Déclinante. très faible, alcoolique, malade, donc quelqu'un qui avait autour de lui ce qu'on appelait à l'époque la famille, et sa famille n'était pas simplement sa fille notamment et son entourage, mais c'était aussi ces fameux oligarques qui, grâce à lui et grâce à ses réformes, avaient accumulé des ressources extraordinaires et qui en effet dominaient la scène politique russe des années 90. Donc là, le système, il est vrai, était un système de pouvoir, d'argent tout à fait considérable, mais je raconte un peu ça déjà dans le livre. Dès la réélection de Yeltsin en 96, Yeltsin affronte cette campagne électorale, il est à 5% des sondages au départ. Le Parti communiste semble être en mesure de revenir au pouvoir et d'être voté par les électeurs russes. Et il a une campagne électorale faramineuse, la plus coûteuse en dehors des États-Unis de toutes les époques. Les oligarques investissent, on pense, autour d'un milliard et demi de dollars dans la campagne électorale de 96 pour Protéger leurs investissements. protéger leurs investissements. C'est un véritable investissement. Et Yeltsin, tout en ayant eu son quatrième infarctus pendant la campagne électorale, au point même qu'il ne sera plus en condition d'articuler son dernier discours, eh bien, comme il faut quand même qu'il fasse un discours, on reconstruit tout un scénario, un faux scénario du Kremlin, une scène de son bureau du Kremlin chez lui. On le place devant son bureau, enfin son faux bureau. Il n'arrive pas à parler. On lui dit, Monsieur le Président, bougez vos lèvres comme si vous parliez. Après, on superimpose un discours de Yeltsin enregistré sur sa bouche. Et donc, cette famille-là des oligarques de Yeltsin arrive à faire réélire un homme qui est presque mort à la présidence en 96. C'est de la magie, ça. C'est de la magie, c'est en plus, c'est les vieilles techniques de la manipulation non seulement soviétique, mais même pré-soviétique, de la police tsariste. Mhm. Il y a une longue tradition qui se marie avec les nouvelles technologies, avec des spin doctors américains, effectivement, qui en ce moment sont recrutés. Et ça crée ce que les Russes appellent la technologie politique, qui en effet est quelque chose d'assez particulier. C'est le mariage entre ces deux composantes. La technologie politique. Oui, ils appellent les technologues, les spin doctors des technologues politiques. Et l'acte de naissance de cette catégorie professionnelle est justement cette campagne électorale de 96. On a parlé de complot. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, le pire ou la pire des étiquettes, c'est d'être complotiste, c'est-à-dire questionner
quelque scénario que ce soit, ou quelques discours, quelques narratifs, justement pour retourner au narratif des complotistes, quelle que soit la question qu'on pose, si on est fâcheux, on devient complotiste. Or, vous le disiez, je le pense aussi, l'histoire est remplie de complots. Comment se fait-il qu'on ait si rapidement réussi à renverser la logique et de faire taire les gens au nom de ce qu'ils sont aujourd'hui complotistes quand ils questionnent le pouvoir politique? Parce que c'est redoutablement efficace, hein? Oui, mais écoutez, encore une fois, c'est assez compliqué parce que cet argumentaire-là de questionner la narration, la vérité officielle, qui en effet depuis tout temps est quand Basique. même, voilà, est basique et fait partie d'un argumentaire politique tout à fait démocratique. C'est même un peu l'essence de la démocratie. Mais cet argumentaire-là a été lui-même utilisé par des propagandes. C'était le slogan de Russia Today, la chaîne d'information russe, justement, du Kremlin, était exactement Question More. Donc, ne vous contentez pas de la vérité officielle, il y a d'autres choses à savoir. Et dans ce questionnement, et il y avait un mix effectivement, de révélation d'autres points de vue, qui est parfaitement légitime et même tout à fait utile dans n'importe quelle société démocratique. Et d'intox. Mais après, d'intox aussi. Et donc, de multiplication de théories et ceci a été voilà, c'est devenu vraiment quelque chose de très répandu. Les gens qui veulent faire de l'intox aujourd'hui se présentent en fact-checker et font du fact-checking une arme pour propager des fausses informations. Donc tout ça, malheureusement, se combine dans un écosystème de l'information de plus en plus chaotique et sans repère. Et de s'y retrouver est de plus en plus difficile. Je nous trouve collectivement très vulnérables parce que nous le sommes en raison de ce qu'on dit en ce moment. Et c'est peut-être ce qui explique l'arrogance chinoise qui regarde nos démocraties empêtrées dans leurs nombreuses contradictions. Et c'est normal parce que ce n'est pas une science exacte que la démocratie. Et à côté, leur version de la démocratie, qui est essentiellement un système capitaliste avec un pouvoir central fort et une absence totale de questions. Est-ce qu'on peut résister à ça? Est-ce que nos vertus, nos ambitions d'ouverture sont capables de résister au rouleau compresseur d'un système si implacablement efficace? Nous sommes en train d'en faire l'expérience, et cette expérience est encore ouverte, et nous verrons, ou peut-être nos enfants verront quel sera le résultat de cette confrontation. Effectivement, aujourd'hui, nous apparaissons comme faibles par rapport surtout à un système comme le système chinois dont vous parlez. Après, je crois aussi que malgré tout, nos systèmes ouverts ont une forme de... Bon, on a beaucoup abusé du mot de résilience, donc c'est un mot que j'ai tendance à ne jamais employer. Je suis avec vous là-dessus. Oui, je trouve qu'on a un peu galvaudé. Mais surtout pendant des années de pandémie. Il y a, exactement, mais il y a quand même... dans le fonctionnement assez chaotique de nos démocraties, une force par rapport au système autoritaire. La légitimité des systèmes autoritaires, au fond, ne vient que du résultat. La technocratie autoritaire chinoise se justifie sur la base d'un principe d'efficacité. Nous n'avons pas de démocratie, disent-ils, mais nous gouvernons dans l'intérêt du peuple, nous produisons des résultats économiques considérables, le bien-être se répand et donc cela justifie notre emprise sur la société chinoise. Cela marche tant que les résultats sont là. Le moment où, et il
y en a eu effectivement Et on est évidemment proche en de ses Chine. frontières. Mais le moment où les résultats ne sont Mhm. plus là, où la croissance économique n'est plus là, où des erreurs, d'ailleurs des erreurs d'évaluation tragiques font que la situation des gens empire, et c'est le cas, par exemple, on pourrait imaginer de la politique zéro Covid du gouvernement chinois actuel qui enferme les gens Par chez dizaines de eux millions. par dizaines de millions dans des situations inhumaines. Encore ces jours-ci, on a vu des images de contestation désespérée par rapport aux règles du lockdown qui font qu'en Chine, même les pompiers ne peuvent pas intervenir quand il y a un immeuble qui brûle. Mais il n'y a plus Et d'incendie. Depuis qu'il y a des alors, lockdowns, les Chinois ont interdit voilà, les incendies. exactement. Ben, après, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça, effectivement, d'un trait de plume. Donc, quand les résultats ne sont plus là, quand l'autocratie se trompe, sa légitimité est mise en doute. Alors que dans nos systèmes, la légitimité vient au fond du processus, de la façon dont nous produisons nos décisions, qui est une façon qui est censée être démocratique. Et donc, même quand les résultats ne sont pas trop bons, la force de nos systèmes fait qu'ils sont légitimes tant que les gens ont la perception qu'ils participent de la Mhm. décision et que donc ils sont partie prenante de ce qui se produit. Évidemment, notre problème, c'est que de plus en plus de gens n'ont pas Questionne l'impression cette légitimité. d'être partie prenante des décisions. Mais là aussi, ce qui est paradoxal, et je vais me référer à un essai que vous avez écrit avant le match du Kremlin, Les ingénieurs du chaos, qui m'a beaucoup intéressé, et pas récemment, parce que je l'avais lu à sa sortie. Il y a justement chez nous, en Italie, parce que vous êtes un peu associé à la société italienne, mais aux États-Unis et partout en Occident, une tentation, et je mets des guillemets pour ceux qui ne me verraient pas, mais totalitaire, c'est-à-dire d'un discours démocratique qui a pour vocation de parler à tout le monde, en même temps d'essayer de réconcilier l'irréconciliable et essentiellement d'être démagogique. Et la recette s'est beaucoup inventée en Italie. Il y a vraiment une généalogie d'une méthode, parce que ce sont des technologues de la politique, les Italiens. Oui. Mais il y a beaucoup à apprendre de ce que vous avez fait depuis une trentaine d'années. Tout à fait. Mais je pense l'Italie, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu la Silicon Silicon Valley. Valley du national-populisme parce que c'est l'endroit où on expérimente des formes politiques assez bizarres depuis une trentaine d'années, comme vous le dites, parce que c'est à ce moment-là, au début des années 90, que le système politique italien s'est écroulé. Et à partir de ce moment-là, la colère, qui est vraiment le moteur principal de l'opinion publique et de l'électorat en Italie depuis cette époque-là, donc avant que cette colère ne déborde aussi dans d'autres pays. Vous êtes Euh, vraiment comme sur une échelle sismographique les premiers en oui, Italie et en Occident à avoir ressenti ces vibrations. je pense que oui. Après, il peut y Hmm. avoir d'autres exemples, mais de façon tellement systématique et avec tellement d'expérimentations qui vont justement de la poussée de Berlusconi en 94 à des expériences technocratiques de tout genre, à des mouvements régionalistes, séparatistes, identitaires qui se développe, et donc la Ligue qui se développe Dans le très tôt, Nord, jusqu'à un populisme technologique pur qui prône le dépassement de la démocratie représentative, d'ailleurs guidé par un comique comme le mouvement 5 étoiles. Ben, on a un peu tout vu. Et aujourd'hui, il y a encore une nouvelle forme politique qui est au pouvoir en Italie. alors, pour les oreilles ou les têtes qui nous écoutent et qui sont moins familières avec le détail, j'ai envie de déplier un peu. On ne pourra pas tout faire ça méthodiquement, mais pour moi, il y a un ground zero, si vous me pardonnez l'anglicisme. C'est justement l'écroulement des partis traditionnels et l'arrivée au pouvoir de ce qu'on pourrait appeler les juges, les petits juges. Mhm. C'est-à-dire que chez vous, il y a un mouvement anticorruption profond qui se met en place parce que le système est corrompu, Mhm. disons-le. Et ce sont ces juges courageux Oui. qui font la nique un peu aux élites. Ils disent, ben,
la morale maintenant passe par nous. On est Oui, les garants de quelque chose. Et puis tout ça est vertueux. Au départ, c'est formidable. oui. Et on salue l'Italie. Vous faites le ménage. Et soudainement, ceux qui faisaient la leçon sont éventuellement, eux aussi, à leur tour, montrés du doigt. Mais oui, parce qu'à la fin, le dénominateur commun de tous ces sursauts est l'idée très dangereuse du tous pourri et que la classe politique soit en soi un facteur de Mhm. corruption et qu'il faille donc la remplacer non pas par un jeu politique, mais par d'autres élites, que ce soit les juges, que ce soit des entrepreneurs, comme le cas de Berlusconi. Berlusconi, que ce soit des technocrates, comme dans le cas de plusieurs gouvernements Draghi. italiens, et notamment du dernier, que ce soit des gens n'importe, voilà, des gens de la rue parfaitement ordinaires, c'était l'idée du mouvement 5 étoiles, une femme de ménage devrait être ministre de l'économie parce qu'elle a plus de bon sens qu'un expert d'économie. Et tout ça a en commun cette idée non pas justement que c'était le cas en Italie, évidemment, la classe politique était corrompue et donc éradiquer la corruption, comme vous l'avez dit, était quelque chose de fondamental et d'absolument positif. Mais par contre, cette idée que la politique en soi et la classe politique en soi soit et que tous soient les mêmes, qu'il n'y ait pas donc que la droite et la Mhm. gauche soient la même chose et soient unis que par la corruption et tout ça. Par contre, ça porte à une dérive avec tous ces mouvements qui n'ont au fond pour seul objet que de dire, que de punir les élites. Et c'est un peu le point commun qu'ont ces mouvements-là avec Trump aux États-Unis, avec Bolsonaro au Brésil, avec des mouvements comparables Orban en Hongrie. un peu partout. C'est-à-dire, tous ces mouvements-là, on dit, mais vous savez, après, ils déçoivent leur soutien parce qu'ils ne réalisent pas leur programme, ils ne sont pas capables de gouverner. C'est vrai, mais la raison d'être de ces mouvements est avant tout celle de promettre l'humiliation des élites traditionnelles. Ces gens vous ont trahi, ces gens sont des corrompus qui travaillent contre vous, ces gens sont tous d'accord pour s'enrichir sur votre dos. Et moi, j'arrive, je n'appartiens pas à tout ce monde-là. Au swamp, Le fait dirait même M. qu'ils me Trump. regardent avec supériorité ou qu'ils disent que je ne connais pas les dossiers prouve que je n'appartiens pas au système. Et je vous promets que chaque jour que je serai au pouvoir, ces gens-là seront humiliés. Et c'est vrai, parce que après, quand Trump est au pouvoir, la classe politique traditionnelle, les journalistes, les médias, les académiques, tous ces gens-là passent leur journée à hurler leur indignation face à à l'absurdité des comportements ou des affirmations de Trump. Et c'est là que lui réalise son programme, parce que les gens, ses soutiens, voient Ben, ça et c'est la disent, preuve. bah voilà, c'est la preuve. Il n'appartient pas à ce groupe-là. Il est quelque chose de différent. Il est comme nous. Il défend les intérêts des petits. Et c'est toute l'ambiguïté et la difficulté de cette approche. Il y a quand même aussi des technologies qui ont changé la donne complètement. Et je ne sais pas si on peut parler de politique et de technologie, mais vous le faites. Vous dites on est passé d'un monde atomique à un monde quantique. Et ce sont aujourd'hui des physiciens qui font de la politique. Alors, pour ceux qui nous entendent, ils penseront peut-être que c'est un peu ésotérique comme concept, mais ce n'est pas du tout. Donc, la distinction entre de la politique faite au niveau atomique et au niveau quantique, très concrètement, c'est quoi? Bah, la politique atomique, c'est la vieille phrase vous avez droit à vos propres opinions, mais non pas à vos propres faits. Fait. Faits. La politique quantique, c'est vous avez droit à vos propres opinions et à vos propres faits.
parce que dans le monde des quantas, comme vous le savez, l'observateur et le regard de l'observateur Influence modifie la réalité et les mouvements de ce qui est observé. de ce qui est observé. Et c'est le cas dans nos sociétés aujourd'hui. Nous avons tous le droit de choisir nos propres faits. D'autres le font pour nous, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand on parle de fake news, à mon avis, on prouve qu'on n'a pas compris le vrai thème. Parce qu'aujourd'hui, on peut construire des réalités factuelles parfaitement incompatibles les unes avec les autres sans recourir aux fake news, simplement par des systèmes de filtres sélectifs où chacun va pouvoir, vous savez, si vous avez une certaine tendance, Propension à quelque voilà, chose. une propension à quelque chose, le fait qu'aujourd'hui la récolte de faits c'est complètement démocratisé et que donc chacun peut produire ses propres informations, pas que des fausses, des vraies informations aussi, fait que cette tendance à filtrer et à programmer des réalités individuelles peut se faire sans recours aux fake news. Et vous et moi pouvons avoir, sur la base de données factuelles, de faits réels, des positions radicalement contraires sur n'importe quel thème qui soit à l'agenda aujourd'hui. C'est une question, moi, qui me turlupine de plus en plus, parce qu'on peut dire que tout ça est arrivé sans qu'on puisse expliquer cette espèce de déhiérarchisation de tout, éclatement. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une responsabilité certaine d'une classe d'élite particulière, les journalistes, Mm. euh, qu'ils ont, ou que nous avons, parce que je me fais complice de tout ça. Nous avons très longtemps fait la morale et été les arbitres de ce qui était bon à lire, bon à comprendre, et que justement, à partir du moment où les clés ne sont plus qu'entre les mains des journalistes, ben, il y a des citoyens qui ont dit un instant, la vérité ou la réalité, je ne sais pas quel est le bon mot, est plus complexe que ce que vous m'en dites. Je suis capable de dire, New York Times, vous avez une ligne éditoriale qui est peut-être une ligne idéologique à laquelle je n'adhère pas, et donc on n'est pas dans la vérité absolue. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans la révolte de ceux qui veulent faire leur menu d'information? Ah oui, tout à fait, mais c'est... Encore une fois, moi, de toute façon, c'est un fait politique qui se marie à une dynamique technologique et qui est parfaitement irréversible. D'ailleurs, Irréversible? tout à fait irréversible. Je ne pense pas parce qu'on va pouvoir réguler. Moi, je crois en des formes de régulation. Je pense que l'Union européenne, par exemple, est en train de faire des efforts dans cette direction. On va pouvoir réguler des abus. Donc, ça devrait être possible dans la communication numérique aussi. Mais ce qu'on ne va pas pouvoir changer, c'est cette forme de personnalisation extrême de l'information qui fait que chacun d'entre nous aujourd'hui va et se voit offrir une information faite sur mesure, sur la base de son propre profil, de ses propres intérêts, de ce qu'il a démontré d'apprécier. Ça, c'est tout à fait irréversible. Et donc, vous, la classe des médias et, disons, des anciens médias de masse et des journalistes, non, mais vous allez devoir accepter d'être confronté à cela et donc peut-être réinterpréter un peu votre rôle par rapport à tout ça. Et on a bien vu, et ça requiert d'ailleurs un effort absolument considérable en termes même de professionnalité, parce qu'on a bien vu que le fact-checking, encore une fois, le vrai fact-checking, quand il est fait a posteriori, ne sert à rien. Hein.
on a bien vu que si vous interviewez un leader politique et qu'il vous raconte toute une série de choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas Mhm. réelles, si vous publiez 3 heures plus tard un rapport en disant il a menti là, c'était pas vrai, ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui n'a aucune utilité. Au contraire, si vous avez la professionnalité, la rigueur, la force et le courage de le faire en direct, et donc vous êtes 10 fois plus compétent, plus préparé, plus informé que votre interlocuteur, ben vous pouvez effectivement déjouer en direct et mettre en Et c'est là que ça se embarras. joue maintenant. Et c'est là que ça se joue aujourd'hui. Le fact-checking ex post ne sert à rien, mais le fact-checking en direct d'un journaliste qui aurait le courage et la compétence pour le faire a un rôle démocratique considérable à jouer dans nos sociétés. Et c'est donc dire que l'aspect vivant, live, Oui. en temps réel, est de plus en plus important. C'est un des aspects aujourd'hui absolument cruciaux si nous voulons maintenir la possibilité d'un débat plus ou moins démocratique. Alors, parlons peut-être, je dis alors, mais parlons peut-être du monde dans lequel on est présentement, de votre sujet de prédilection pour l'instant, la Russie et de Poutine. Moi, j'ai été saisi de ce que, du jour au lendemain, les Russes étaient catégoriquement tous dangereux. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de démonisation de la Russie instantanée. Et encore une fois, je fais le même parallèle, mais je n'ai pas de souvenir qu'on se soit comporté comme ça avec les Américains après l'invasion de l'Irak. Puis on pourrait décliner les autres exemples. Et ça me fait très peur parce que je me dis, comment sommes-nous arrivés collectivement, non pas à justifier l'invasion de l'Ukraine par M. Poutine et par son armée, mais comment sommes-nous arrivés à quelque chose d'aussi binaire? C'est la logique de la guerre. Vous savez, je pense que et je trouve que c'est évidemment tout à fait problématique. Mais si c'était vrai, je vous interromps, on Mhm. aurait dit à des artistes américains en 2004, ah ben vous ne venez pas chez nous en tournée parce que vous êtes en territoire étranger en Irak ou vous êtes en Afghanistan en train de tuer femmes et enfants. Évidemment, sous d'autres prétextes, c'est jamais présenté comme ça. Et j'ai pas envie de démoniser les Américains particulièrement. Je comprends la logique qui les a menés à ça. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on me dise un pianiste russe est interdit de séjour à Montréal avec l'orchestre symphonique parce que complice. Et puis, un artiste américain, pendant 20 ans, a pu continuer à mener sa vie tranquillement parce que clairement, les dangers n'étaient pas les mêmes. Alors, écoutez, je vais vous suivre jusqu'à un certain point, c'est-à-dire je pense qu'il y a évidemment une hypocrisie américaine qui est extraordinairement forte et on applique, nous, en Occident, depuis très longtemps, un double standard par rapport à l'évaluation qu'on donne, Mhm. par exemple, d'actions américaines et celle qu'on donne d'actions, notamment d'actions russes et d'autres. Bon, alors il n'y a aucun doute qu'il y ait un double standard qui est à l'œuvre ici. Mais, Mais oui, malgré cela, nous sommes dans le cas présent face à quelque chose quand même de nature en partie différente, c'est-à-dire que l'agression de Poutine que moi j'explique. Hein, et donc l'enjeu du roman, comme vous avez pu le constater, est celui de ne pas parler de gentils et de méchants. mhm. Enfin, Ah, je suis avec vous là-dessus. voilà, il n'y a aucun Y compris manichéisme, c'est même le contraire. et de C'est la plutôt perception des humiliations, exactement. pas pour Donc, Poutine seulement, pour le moi, peuple je russe. pense que en tant qu'Occidentaux, nous n'avons pas eu de curiosité. Nous considérions les vainqueurs et nous n'avons pas eu de curiosité pour les perdants. Et donc, nous n'avons pas vu et nous n'avons pas compris leur point de vue. Et c'était un peu le pari du livre d'essayer de rentrer dans la tête de ces personnages et de le faire sans manichéisme et sans les décrire comme des méchants. Donc je suis tout à fait sur ça et encore une fois, je regrette beaucoup qu'une logique purement binaire et manichéenne
se mettent en place à partir de l'éclatement de la guerre. Cela dit, vous savez, quand vous entrez avec des tanks dans un territoire qui est un territoire qui se voudrait européen et qui a une aspiration à rejoindre l'Europe. Donc nous, disons, et vous le faites avec le niveau de violence extraordinaire qui caractérise aujourd'hui l'action russe en Ukraine, où on cible les civils de façon systématique et on commet des crimes de guerre. Voilà, et on prive des millions de gens à l'approche de l'hiver de chauffage, d'eau courante, d'électricité, dans une forme presque de punition extraordinairement violente de la population civile. Bon, quand on est face à quelque chose de ce type, toutes les explications que l'on peut donner et qu'il faut continuer de donner, parce que expliquer est toujours nécessaire, mais effectivement, ça n'excuse et ça ne justifie rien. Si on regarde l'histoire du XXe siècle, on voit bien comment les erreurs du front des vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont pu le nombre d'erreurs qui ont été faites par rapport à l'Allemagne est absolument incroyable, et des historiens nous ont bien raconté tout cela. Est-ce que ça excuse ou justifie le nazisme? Évidemment pas. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine n'est pas excusable, n'est pas justifiable. Alors, par rapport à la culture russe, est-ce que ça signifie, comme on l'a fait dans certaines facultés ou certaines universités, qu'il faut arrêter d'enseigner la littérature russe? Évidemment pas, c'est de la folie pure. On bascule dans quelque chose d'absolument ridicule. Et de complètement manichéen. Par contre, par rapport parce que Poutine et le Kremlin utilisent depuis toujours la culture et même une certaine forme de culture haute comme une forme de propagande aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du concert qui a été donné à Palmyre par l'orchestre, un des orchestres justement symphoniques russes, le moment où l'armée russe a pris brièvement le contrôle des ruines et de la ville de Palmyre. En Syrie. Donc voilà, évidemment, par rapport à ce type d'utilisation en termes de propagande de la culture, qu'il y ait une réaction de notre côté, je pense que c'est normal. Mais tout ça est très triste. Hein. Alors, je vous ferai un mais pour le plaisir de la conversation. Ouais. On sait maintenant, parce que c'est archi-documenté, que des grandes tournées de Jesse Norman, d'artistes américains, d'exposés ont été payés par la CIA, parce que, évidemment, la propagande se fait aussi avec la culture. Et je n'ai pas envie de renvoyer dos à dos. Je vis une partie de ma vie aux États-Unis. C'est un pays que j'aime, et j'aime pouvoir le critiquer, parce que c'est encore dans nos univers mous par rapport à ce qu'est la Chine, le privilège qu'on a de pouvoir critiquer, de pouvoir poser des questions. D'ailleurs, c'est aussi un des nombreux paradoxes de l'époque. Critiquer certains pays confine au racisme, critiquer les Américains ad nauseam jamais ne confine au racisme, et tant mieux d'ailleurs. Mais bon, fin de la parenthèse. Je reviens sur le roman et ce que le roman peut faire. C'est peut-être justement de rendre perceptibles des choses que l'essai ou que les faits seuls, les faits bruts, n'arrivent pas à remplir. Vous parliez tout à l'heure de cette ambiguïté russe. Je ne sais pas si c'est c'est ce que j'ai entendu. Ce que j'ai le mieux aimé dans l'hommage du Kremlin, c'est ces pages où Baranov, c'est ça contemple ces dernières heures de citoyens capables de se déplacer en Europe, parce qu'il sait qu'il y aura des sanctions, qu'il sera visé, qu'il ne pourra plus sortir et qu'il part en Scandinavie pour un dernier tour de manège. Et ce sont pour moi les plus belles pages peut-être du livre, c'est sa contemplation de ces dernières heures, peut-être avant d'aller en prison. Je ne prétends pas que pour lui la Russie soit la prison, mais on comprend donc qu'il est
autre chose qu'un monstre simplet, qu'il est animé par un sens de la culture élevé, qu'il est européen, qu'il n'est pas anti-européen, et qu'il souffre de ce qu'il va être privé de ce qu'il aime. Oui, c'est la tragédie de ce personnage, qui est un personnage justement qui est imprégné, complètement pénétré de culture européenne, qui lui arrive de son grand-père et d'une forme de transmission familiale, mais qui va suivre un parcours qui va finir par le porter justement à être privé, même d'accès physique à ces lieux que pourtant qu'il aime tellement. Et donc, oui, c'est là, comme vous le dites, je pense que la force du roman par rapport à des situations de ce type, et notamment par rapport à l'actualité politique internationale, est de pouvoir, bien mieux qu'un essai, que n'importe quel essai, entrer dans la dimension de la nuance, de la contradiction, du paradoxe, de toute une série de choses, bien évidemment de l'émotion, mais de toute une série de choses qui sont fondamentales pour comprendre la réalité, mais que l'essai n'arrive pas, à reproduire. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que le roman ouvre une porte de compréhension pré-rationnelle qui se joue à un autre niveau par rapport à la rationalité de l'essai et qui pourtant est indispensable pour comprendre la réalité dans laquelle nous vivons. Alors, nous fûmes très cérébraux dans cet entretien et la chose qui me semble justement faire toute la différence, c'est les émotions, c'est les affects. Et que peut-être l'essayiste pudique a eu à attaquer de front à partir du moment où vous faisiez un roman. Et c'est très, très, très bien rendu. C'est-à-dire que cette zone où on est dans l'âme, dans les sentiments, dans les émotions, vous l'avez parfaitement maîtrisé. Est-ce que c'est ça la différence, pour peut-être boucler notre conversation, entre le totalitarisme efficace et ce que nous sommes dans nos vieilles démocraties, c'est-à-dire d'accepter d'être fragile et de ne pas non plus faire reposer 100% de l'équation sur quelque chose de parfaitement rationnel? Après, vous savez, les totalitarismes aussi sont très bons dans l'exploitation de l'irrationnel, hein, de l'émotion, de l'émotion. Voilà, de l'émotion. Donc on pourrait encore s'étendre là-dessus et j'essaye de raconter un peu ça dans le livre. Mais vu que nous terminons notre entretien, je voudrais en effet souligner ce point-là. Le livre, j'espère, mon roman, est beaucoup moins ennuyeux que son analyse. La discussion qu'on peut faire autour du livre est forcément aujourd'hui, en plus, c'est votre bilan de conversation. Mais je pense que c'est important de dire que le livre est vraiment essaye de raconter une histoire, et pour le faire, contrairement à ce que nous avons fait dans notre conversation aujourd'hui, et contrairement à ce que fait un essayiste, j'ai dû mobiliser une partie différente de mon être, du cerveau, on aurait dit le cœur, même si aujourd'hui on sait que c'est quand même plutôt de différentes zones du cerveau qui contrôlent mais il y aura apparemment des cellules nerveuses aussi près du cœur. Voilà, mais apparemment oui, c'est assez distribué, et donc c'est tout ça qui est en jeu dans le roman, et qui fait la force de cette expérience et d'écriture de mon côté, mais j'espère aussi de lecture du côté
des lecteurs. Et j'y suis arrivé tard, j'ai aujourd'hui presque 50 ans, et je n'étais pas capable de faire ça avant. Et je ne sais pas Pourquoi? si je serais capable de le faire encore. J'ai toujours un doute, mais en tout cas, c'était vraiment ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Et j'espère, et si vous me dites que c'est réussi, et ça me fait évidemment beaucoup plus plaisir que si vous me disiez, ah ben, je partage toutes vos idées, voilà, tout ce dont nous D'abord, je ne les avons connais pas toutes, discuté. Non, alors je non, ne sais pas si je peux les exactement. partager, mais j'ai été emballé justement par l'aventure que vous m'avez proposée, mais qui implique une mise à nu, qui implique de suspendre sa pudeur, parce que c'est ce que vous faites. Oui. Si vous me donnez une émotion, si vous me faites vaciller, c'est parce que vous vous êtes mis vous-même dans cette Oui. position. C'est une prise de risque. On expose quelque chose encore une fois, de complètement différent, et évidemment de beaucoup plus intime par rapport à l'écriture d'un essai. Après, je pense aussi que même un essai de mathématicien ou de physicien, d'une certaine façon, a une composante autobiographique toujours. Mais il est vrai que dans un roman, c'est beaucoup plus important tout ça. Jusqu'à quel point un gamin frappé par un attentat contre son père à 10 ans, euh, et puis je ne fais pas ici de la psychanalyse à deux sous, mais jusqu'à quel point il est forcé d'une certaine façon à l'inhibition, parce que c'est un trauma fort, et de s'en débarrasser pour parler de soi un peu, parce que c'est ce que vous faites. Votre personnage, je ne dis pas qu'il vous ressemble, mais vous le modulez. Donc, pour arriver à se mettre à nu, qu'est-ce qu'il faut avoir traversé dans la vie? Donc, peut-être déjà d'avoir 50 ans, ça aide. Oui, mais je ne sais pas, c'est vrai que la première réaction est une réaction qui vous accompagne très longtemps quand vous vivez quelque chose, ou du moins ça a été mon cas par rapport à l'attentat à mon père, est une forme plutôt de retrait par rapport au monde, et plutôt on a tendance à se protéger, à essayer d'entrer dans une dimension où c'est possible. Donc il faut du temps pour sortir de cette posture. Ça m'a pris en effet assez longtemps, et je ne pense pas y être complètement arrivé, mais c'est une étape, et je suis content d'en être là. Je termine là-dessus. Le lecteur peut être bouleversé, peut-être changé par un livre. L'auteur qui le commet, ce livre, qui y met son sang et son âme, peut-il être changé par ce qu'il a fait? Tout à fait. Je pense même que le processus d'écriture, encore une fois, du moins dans mon cas, est une forme de transformation personnelle. C'est quelque chose... je suis sorti de l'écriture de ce livre différent de la façon dont j'y étais rentré, aucun doute. C'est de l'alchimie alors. Il y a de ça aussi. Et il y a aussi, je pense, dans l'alchimie du livre et du roman, la possibilité peut-être de transformer une matière très noire et très sombre, malgré tout, en une forme de beauté. Et quelque chose d'assez pur qui peut en ressortir, et qui ne ressortirait pas simplement du fait d'être au sommet d'une montagne sans avoir une pureté comme ça qui n'aurait été touchée par personne, mais une forme de pureté et de beauté qui naîtrait du fait d'avoir traversé la noirceur, le mal, la corruption. Et ça, c'est encore un peu un des éléments pour moi fondamentaux de l'écriture de ce livre, et je crois que c'est assez fondamental. Est-ce qu'il y en aura un deuxième? Il y aura des tentatives de ma part. Je ne On peux dit, pas vous en on dire dit que plus. pour tous les actes de création, le deuxième, si c'est un disque, une chanson, en fait des chansons, un livre, le deuxième est toujours plus difficile, parce qu'il y a quelque chose comme le narcissisme. Oui. Il y a le narcissisme, et il y a le fait, si
quelque chose marche et fonctionne bien et apprécié, ça vous met sur des rails et on a tendance peut-être à vouloir se conformer aux attentes que cela génère. Et j'ai l'impression que le plus difficile va être de pouvoir continuer de faire simplement ce que j'ai envie de faire et non pas ce que la Le rail logique dicte. et le rail dicteraient. On va voir. Oh, j'ai confiance. Je sais que vous saurez saboter ce rail qui ne vous guette pas. Giuliano De Ampoli, ce Merci fut un beaucoup. plaisir, même si nous fûmes cérébraux. Nous fûmes, mais il faut s'accepter, vous savez. Moi, j'accepte d'être. Ce que vous êtes. Voilà. Et après, ça donne la possibilité éventuellement de se dépasser de temps en temps aussi. J'ai eu plaisir à jouer avec vous. Moi aussi, vraiment Ciao. beaucoup. À bientôt. À la recherche de cette émission Contact, on retrouve Marianne Grenon. Notre productrice déléguée est Claudie Gravel. La musique que vous entendez et que j'aime pas mal est signée Jean-Olivier Bégin. J'ai dit pas mal dans le sens de beaucoup. Notre réalisateur est Lola Mal. Mon nom est Stéphane Bureau. À la prochaine.